Et voilà, c'est déjà Noël. Vous le vouliez absolument, alors je vous l'ai gardé pour la fin. Le film, Les 5 légendes. Ce film a une base de fans très solide, comme le prouvent justement les commentaires. Jack Frost! Je t'aime aussi, anonyme citoyen. Mais pourtant, c'est un échec commercial. Il faut quand même noter que c'était pourtant sorti à la bonne période, car le film a eu l'intelligence de sortir pendant les fêtes de Noël de 2012. Mais d'ailleurs, le film en fait a plutôt bien marché. Le problème, c'est que les coûts de marketing étaient tels que le studio a quand même perdu de l'argent. C'est pas de bol. C'est un film qu'on m'a énormément réclamé, et donc je vais essayer de lui rendre le plus justice possible. Il y a énormément de choses à dire, j'espère que je vais pouvoir tout simplement tout dire. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte. William Joyce, c'est avant tout un auteur de livres à succès. Très souvent adapté au cinéma d'ailleurs, comme par exemple A Day with Wilbur Robinson, qui deviendra Bienvenue chez les Robinson et qui sera adapté du coup chez Disney. Ou alors le film épique qui lui pour le coup sera chez Blue Sky. À chaque fois d'ailleurs William Joyce on trouve sa patte dans le côté graphique et on sent qu'il a toujours une implication dans ses projets. Par contre il y a une sorte de malédiction avec ses films, à chaque fois qu'il sort des films ils sont toujours bourrés d'imagination, très créatifs et pourtant c'est très souvent des échecs commerciaux. La faute à pas de chance sûrement, mais y aurait-il pas une malédiction derrière tout ça? On ne sait pas. William Joyce a notamment travaillé sur des dessins conceptuels de Toy Story et de Mille et une pattes pour Pixar. En 2011, il remporte l'Oscar du meilleur court-métrage animé avec The Fantastic Flying Book of Mr. Maurice Lesmore, qu'il partage avec Brandon Oldenburg. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment, mais plutôt la genèse des 5 légendes. Tout a commencé lorsque la fille de William Joyce lui a posé la simple question: est-ce que le Père Noël et le lapin de Pâques sont amis? L'auteur gardera l'idée en tête et en 2005, William Joyce s'associe avec le studio RealFX. On a déjà d'ailleurs parlé de ce studio avec La Légende de Manolo, et en soi d'ailleurs, est-ce qu'ils ont publié quelque chose de plus connu que La Légende de Manolo? Non, je crois pas en tout cas. Donc avec RealFX, il prévoit de créer un film d'animation nommé The Guardians of Childhood. Alors on ne sait pas pourquoi, mais le film ne va pas se faire finalement. Mais avec RealFX, William Joyce va quand même sortir un court-métrage qui s'appelle The Man in the Moon. En 2008, DreamWorks lui rachète les droits de cette licence et lui promet d'avoir un regard sur l'écriture du script, sur le processus créatif, sur le développement des personnages et même sur le design. Il sera même co-scénariste avec David Lindsay Abaire. Les deux hommes se connaissent d'ailleurs déjà puisqu'ils ont travaillé ensemble sur le scénario du film Robots, de Blue Sky encore. David Lindsay Abaire, lui de son côté, il a par exemple signé les scripts de l'adaptation du livre Cœur d'encre en 2008, ou alors Le Monde Fantastique d'Oz, réalisé par Sam Raimi. Fait étonnant, pour ce film, ils ont choisi un réalisateur qui est, en tout cas pour le moment, un véritable inconnu au bataillon. Oui, je dis pour le moment parce que maintenant c'est une vraie célébrité. C'est Peter Ramsey, aujourd'hui très célèbre pour son Spider-Man New Generation. C'était d'ailleurs à l'époque le premier réalisateur afro-américain à réaliser un film d'animation en CGI. William Joyce aura de plus en plus de liberté au cours de la production puisque son co-scénariste sera relégué au rang de simple producteur, je ne sais pas exactement pourquoi d'ailleurs. Il tombera complètement amoureux de ces personnages qu'il aura créés dans ce film puisqu'il lancera une saga littéraire en même temps. Le premier tome sortira en 2011, avant donc la sortie du film, et même malgré l'échec commercial du dit film, il continuera la saga jusqu'à pas moins de 8 tomes, enfin en tout cas il prévoit même d'en faire une quinzaine, enfin j'ai pas les chiffres exactement, j'ai pas eu la chance non plus de lire ces livres, et j'ai très envie de les lire pourtant, mais voilà, c'est une vraie saga avec tout un univers du coup, avec un vrai background pour les personnages, une évolution aussi. Par exemple, le premier livre qu'il sortira sera sur le Père Noël, donc Nord, et sera un préquel au film. Il sortira aussi un livre illustré de Man in the Moon, qui racontera à la fois l'origine de ce personnage, mais aussi celui du personnage le plus intéressant du film, Peach, le croque-mitaine. Cela dit, le film n'est pas une retranscription du livre, et ça c'est très important. Il divergera sur beaucoup de points, comme par exemple la représentation de l'homme de la Lune, qui dans le film ne sera pas humanisé. Je trouve d'ailleurs que c'est un très bon choix. Choix d'ailleurs qui est fait par William Joyce, ou en tout cas il est complètement d'accord avec cette initiative. Il a même déclaré qu'il trouvait inintéressant de raconter exactement la même chose par deux biais différents. Je n'ai pas envie que les gens qui lisent le livre se retrouvent devant le film et soient déçus. Cela permet aussi de créer plus de surprises. Et nom de Dieu, ce que ça fait plaisir qu'un auteur ait enfin du recul sur les adaptations qui sont faites de leur œuvre. Parce que c'est tellement courant que quand on change un tout petit truc dans les livres, l'auteur s'insurge. On va citer L'Histoire sans fin, qui est une très bonne adaptation, mais l'auteur a détesté, alors qu'au fond, les changements étaient légitimes, surtout pour l'époque où pour les effets spéciaux c'était plus difficile. Bref, pour moi, William Joyce a tout compris et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Un élément très sombre surviendra malgré tout en 2010, 2 ans avant la sortie du film. Marie-Catherine, surnommée Mary-Kate, donc la fille de William Joyce dont on avait parlé d'ailleurs avant, décédera d'une tumeur cérébrale à l'âge de 18 ans. C'est une histoire bouleversante et on voit le film bien différemment lorsque l'on sait ça, car l'idée de ce film venait d'elle.
Il est donc naturel que ce bijou d'animation lui soit dédié. Il y a aussi un hommage à Mary-Kate dans Epic, puisque l'héroïne s'appelle Mary-Kate et lui ressemble d'ailleurs physiquement. C'est vraiment une histoire qui m'a déchiré le cœur, mais je trouve ça en même temps très très beau, très poétique. Bon, je suis désolé de plomber un petit peu l'ambiance, mais c'est vrai que c'est une histoire qui m'a marqué, et puis qui fait voir un peu différemment le film, donc je voulais en parler un petit peu, mais on va repartir sur des bases un peu plus terre à terre. Ce film sera le dernier de DreamWorks distribué par la Paramount, avant que la distribution soit reprise par la Fox. C'est d'ailleurs un film qui mettra extrêmement à mal DreamWorks, qui était déjà dans une période assez difficile, mais là ça va vraiment pousser déjà beaucoup de licenciements, mais ça va aussi faire retravailler un petit peu l'aspect esthétique, hein, parce que le budget va vraiment baisser pour les prochains films. On va passer au pitch. Le pitch, c'est drôle parce que le méchant il s'appelle Pitch. J'étais pas obligé d'expliquer ma blague, c'est vrai que c'est beaucoup moins drôle. Jack se réveille, appelé par la lune. Il ne sait pas qui il est, qui il a été. Il ne sait que son nom, Jack. Comment il le sait? C'est l'homme de la lune qui lui a dit. Oui, bon, ok, je reprends carrément la phrase du film. Et alors? Bref, il est désormais immortel et maîtrise tout ce qui concerne le froid. Le vent, la neige, la glace, le givre. Mais en arrivant à un village, il constate que personne ne le voit. Alors pourquoi est-il ici? L'occasion de le savoir arrivera seulement 300 ans plus tard, lorsque le terrible Pitch Black reviendra des tréfonds de l'histoire et trouvera un moyen de corrompre les rêves. Les Gardiens, groupe protégeant les rêves et espoir des enfants composé du Père Noël, du Marchand de Sable, du Lapin de Pâques et de la Fée des Dents, doivent trouver d'urgence un nouveau gardien pour protéger les enfants. Et l'homme de la lune leur propose Jack. Mais ce n'est pas la réponse qu'espérait le jeune homme. En vrai, jeune, c'est relatif. Parce qu'il a quand même des siècles dans les pattes, donc c'est relatif. Tous les personnages de ce film sont des archétypes de leur mythe. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend la chose très intéressante. Toutes les blagues qui seront faites par rapport à ça, tous les détournements qui seront faits par rapport à ça, et tout ce qui sera en lien du coup avec ces mythes, nous on les connaît déjà, donc c'est un peu comme si on suivait des super-héros. D'ailleurs, cette ambiance super-héroïque, un peu à la Avengers, était plutôt assumée. D'ailleurs, quand on sait que Peter Ramsey fera un Spider-Man plus tard, c'est cohérent. D'ailleurs, le casting de la VO, la plupart c'est des super-héros. Donc oui, c'est des archétypes, mais le film aura l'intelligence de aussi développer leur personnalité, les rendant beaucoup plus humains. Et c'est intéressant justement d'humaniser un petit peu des créatures presque divines. On va par exemple montrer leur subtilité au niveau de leur caractère par le biais de la poupée russe du Père Noël. À première vue, le Père Noël il est impressionnant, mais si on creuse, on constate qu'il est sensible, mystérieux, créatif. C'est pareil pour tous, ils sont plus complexes que ce qu'on pourrait croire à première vue. Bunny est colérique, mais au fond, il est aussi passionné par sa mission, et il est plus amical qu'il ne le fait croire. La fée, pour moi, c'est un petit peu le point négatif de ce film, c'est vrai qu'elle est un petit peu trop lisse, elle a pas beaucoup de sous-lecture, et même si j'aime beaucoup son côté un peu exubérant, et puis son côté aussi super tendre, parce que c'est quelqu'un qui se base beaucoup sur ses émotions et qui est très empathique, mais malgré tout, voilà, c'est quelqu'un qui n'aura pas... Enfin, je sais pas, je la trouve pas assez développée malheureusement pour le film, mais justement parlons un peu plus des personnages. Commençons donc par cette fameuse Fée des Dents. Donc la Fée des Dents, nous, on la connaît pas trop en Europe, c'est plus un truc américain. Mais nous, notre équivalent, c'est la Petite Souris en France. Et justement, le film rigolera de cette différence, puisque quand la Fée des Dents ira en France, une de ses fées attaquera la Petite Souris, c'est assez rigolo comme référence. Au niveau des origines, même si les mythes n'ont pas réellement de réelle origine, il faut bien s'entendre là-dessus, parce que ça va se perdre un petit peu au fur et à mesure du temps, et puis il y aura plusieurs versions. Mais bon, bref, cette légende trouve des traces dans les mythes nordiques, avec le mot Tanfé, traduisible par Tooth-Fée, qui désigne les dents perdues par les enfants, et le fait que ces enfants perdent des dents, c'est un signe de bonne fortune. Alors, pour les récompenser, on donnait un peu d'argent, en tout cas, c'est ce qu'on suppose, en remboursement un petit peu de la fortune à venir. Tooth-Fée est sûrement devenue Tooth Fairy, et c'est comme ça que, la Fée des Dents est née, enfin, c'est ce qu'on suppose, en tout cas. Sinon, on a aussi une Fée des Dents orientale, le design d'ailleurs du film reprend un petit peu plus les caractéristiques de cette fameuse fée orientale, puisque d'ailleurs, le palais en général, c'est un style très oriental. En 1908, la Tribune de Chicago va proposer de rémunérer 5 cents la dent pour compenser en fait la douleur des enfants et la peur de perdre les dents. Au XVIIe siècle aussi, on a un conte français de Marie-Catherine Le Jumel de Berneville, c'est vachement compliqué à dire ce nom, c'est la baronne d'Aulnoy. Son conte parle d'une souris qui se transformerait en fée, ça fait un petit peu la liaison entre les deux cultures et les deux mythes. Donc ce conte s'appelle La Bonne Petite Souris, c'est l'histoire d'une fée qui se transforme en souris pour aider une reine à vaincre un méchant roi. La souris se cache sous l'oreiller du roi et le punit en lui
faisant tomber toutes ses dents. Le mythe tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu en 1927 dans le conte d'Esther Watkins Arnold, The Tooth Fairy, mais il ne s'est vraiment développé qu'à partir de 1949, lors de la publication du livre The Tooth Fairy de Lee Rogow. On remarque quand même que le nom, ça reste relativement le même, hein. Il n'y a pas beaucoup d'originalité pour le titre. C'est à partir de ce conte très populaire que le rituel d'échange de dents contre de l'argent fut inspiré, ainsi que le développement des bonnes habitudes d'hygiène dentaire chez les enfants. Au niveau du film, la Fée des Dents est très surexcitée un petit peu, elle est toujours joyeuse, toujours enjouée, elle en pince un petit peu pour Jack et ses dents blanches, comme d'ailleurs un grand nombre de fans féminins du film, on va y revenir. Elle est compatissante envers Jack lorsque celui-ci lui dit qu'il n'a plus de souvenirs de son passé, et elle veut l'aider, du coup, elle est quand même très altruiste. Bon, moi, franchement, voilà, je le dis, elle est quand même un peu trop peu exploitée, je trouve, à mes yeux, mais il reste que c'est une femme forte, qui n'hésite pas à en venir au point, comme on le verra à la fin du film. Dans sa vie d'avant, est-ce qu'elle était un oiseau, est-ce qu'elle était une femme? Ça pourrait être les deux, puisqu'elle a les caractéristiques des deux. C'était sûrement quelqu'un de pur qui avait un lien avec les souvenirs, parce que, oui, sa vraie nature, à la Fée des Dents, c'est d'être la protectrice des souvenirs. Par contre, sa passion pour regarder les dents d'enfant, je sais pas, c'était peut-être une psychopathe en fait. Le lapin de Pâques Bunny. Bon, dans sa vie d'avant, on va parler d'abord du film, c'est plus facile comme ça, c'était réellement un lapin. En tout cas, c'est ce qu'on verra lors du film. Il est en concurrence avec Nord sur le fait de savoir si Pâques est mieux que Noël. Il entretient aussi une relation conflictuelle, donc un peu amour-haine, avec Jack. Selon certaines traditions, notamment en Europe, un lièvre distribue la veille du matin de Pâques des œufs en chocolat colorés. Alors précisons que Pâques c'est une fête évidemment chrétienne qui succède à la période des aurores. Comme pour Noël, cette fête sera devenue très commerciale et c'est l'occasion pour les commerçants, pour les magasins, les grandes entreprises de se faire des en or et pour les enfants de se goinfrer de chocolat. Le lapin de Pâques il représente un petit peu la fertilité. Il est souvent représenté avec un personnage, une fleur qui symbolise un peu la fin de l'hiver et le renouveau du printemps. Cette fleur sera d'ailleurs montrée lors du film lorsque les trous du lapin de Bunny se referment. Au moment où le trou se referme, une fleur pousse, un personnage, petit détail vachement sympa je trouve. La légende principale du lapin serait née en Allemagne, voici l'histoire de ce fameux conte. Un conte qui parle d'une femme pauvre qui ne peut pas offrir des douceurs à ses enfants, qui décore donc des œufs qu'elle cache dans le jardin, les enfants apercevant un lapin lors de la chasse, ils croient que c'est le lapin qui a pondu les œufs, la légende se serait ensuite répandue aux États-Unis et après avoir fait son petit bonhomme de chemin, c'est devenu la légende qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a aussi évidemment bien d'autres mentions de la légende dans des histoires beaucoup plus païennes et donc bien antérieures à la chrétienté. Par exemple, dans des contes scandinaves. Après, on a eu aussi la variante des cloches de Pâques en Italie, en Belgique, et dans une partie de la France aussi. C'est plus un lapin cette fois-ci, c'est une cloche. Alors c'est plus difficile à imaginer, déjà qu'un lapin c'était bizarre, mais alors une cloche, moi j'ai jamais compris. En Australie, donc là d'où vient Hugh Jackman, celui qui double Bunny, pour sauver le bilby, un petit marsupial menacé de disparition et lutter contre la prolifération des lapins dans leur pays, les Australiens tentent de changer depuis quelques années la légende du lapin de Pâques par le bilby de Pâques. Comme ça sensibilise les enfants et en plus ça dégage des fonds destinés à la protection de ces petits marsupiaux en danger d'extinction. Moi je trouve ça vachement rigolo quand même. Au final, le lapin de Pâques est en voie d'extinction dans son pays d'origine puisque c'est Hugh Jackman. Pas de bol, hein. Donc il entretient une rivalité avec Jack, comme on l'a vu. Moi je trouve cette relation très bien traitée qui va se développer tout le long du film. On sent bien qu'ils s'apprécient, mais malgré tout il va pas hésiter à taper là où ça fait mal. Lors de leur dispute, lorsque la fête de Pâques a été gâchée, on voit bien justement qu'il a changé un petit peu sa façon de penser vis-à-vis de Jack, et comme il s'était confié à Jack la scène d'avant, ils sont amis, et là ça le blesse vraiment, le fait qu'il n'ait pas été là en fait pour l'aider, et je trouve que l'évolution se fait vraiment naturellement. Sa rivalité avec Nord d'ailleurs, il est rival avec beaucoup de monde, c'est peut-être sa façon de communiquer, mais bon, sa rivalité avec Nord est surtout là pour le comique, mais elle est aussi très sympathique. En plus, c'est logique, effectivement, les deux fêtes se font un peu concurrence. Souvent, on dit, moi, ma fête préférée, c'est soit Noël, soit Pâques. C'est vrai qu'on ne cite jamais Halloween, alors que pourtant, c'est une super fête. Mais bon, allez savoir, les gens n'aiment pas Halloween. Donc, Hugh Jackman le double en VO, et ça se retrouve énormément dans son design final. Là, cette fois, c'est plus un lapin tout mignon, comme on imagine le lapin de Pâques, mais c'est un lapin guerrier, avec carrément des bracelets en cuir, des boomerangs d'attaque, il est très musclé, très fort. C'est assez rigolo comme représentation, c'est cool aussi pour un film d'action, et en plus ça détourne les codes des mythes qu'on connaît. C'est pas comme ça qu'on imaginerait le lapin, et du coup ça devient d'autant plus rigolo. Son île fait très nature, c'est fait pour représenter justement le renouveau de la nature, donc le printemps.
Il y a des œufs qui bougent tout seuls, voilà, bon, bizarre puisqu'ils sont destinés à se faire bouffer, mais malgré tout, ce que je trouve très drôle, c'est qu'il y a des statues de l'île de Pâques, pour faire un jeu de mots du coup, qui sont là pour être les gardiens de ce monde-là. La vraie nature du lapin de Pâques, c'est la renaissance, c'est l'espoir. Le Père Noël, aussi appelé Nicholas St. North, le film reprend la légende de Saint Nicolas du coup, c'est le saint qui a popularisé la fête de Noël qui renvoie au jour de la nativité, c'est-à-dire le jour de la naissance de Jésus. Le Père Noël est donc rattaché à une fête chrétienne. En Angleterre, c'est le Father Christmas. Au nord des Amériques, on l'appelle le Santa Claus, dont le nom est lui-même une déformation du Sinterklaas, Saint Nicolas du coup en néerlandais. Le Père Noël rouge tel qu'on le connaît est surtout rentré dans l'imaginaire collectif avec Coca-Cola, c'est vrai que c'est moins glamour comme ça. Enfin du moins c'est une des origines, puisqu'on pourrait aussi remonter à bien plus vieux avec la symbolique de la manite tumouche, qui pour les chamans en Sibérie a des propriétés psychoactives qui altèrent l'état de conscience, donc notre esprit pourrait sortir de notre corps et passer par exemple par la cheminée, et ça serait de là d'où viendrait justement cette légende du Père Noël qui passe par la cheminée. Après c'est vraiment extrapolé et on n'est absolument pas sûr de cette origine, comme on dit de toute façon les mythes en général, il y a tellement d'interprétations possibles. Mais bon, n'oublions quand même pas que les fêtes religieuses reprennent des légendes païennes, donc c'est certain en tout cas que le mythe de Noël et le mythe du Père Noël sont repris de vieilles légendes. Par exemple, Noël s'est inspiré des Saturnales. Dans la Rome antique, on faisait la fête jusqu'au 25 décembre, on organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du houx, du gui et du lierre. Dans le cas du film où Nord prend vie au Moyen-Âge, on voit très clairement que c'est inspiré du coup de la légende de Saint-Nicolas. Là, ils l'ont représenté comme un russe guerrier avec des longues épées et une toque en fourrure. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait russe alors qu'il habite au pôle Nord, mais bon, ça lui donne un style. Ils ont poussé le délire jusqu'au bout avec l'accent de Nord. Dans toutes les versions, il a cet accent russe. Sauf peut-être en Russie, j'ai pas été vérifié. Bref, c'est un peu le chef des légendes, c'est sûrement le premier d'ailleurs qui a été choisi par l'homme de la Lune. Il fait office de figure paternelle pour Jack, et un petit peu pour les autres légendes. Il est bourru, imposant, mais il cache en lui une âme d'enfant sensible et émerveillée de toutes choses. C'est aussi un grand créatif qui adore sculpter de ses mains. Lui, comme les autres, il ne côtoie pas plus que ça les enfants, à force d'avoir un emploi de temps un peu chargé, et c'est assez ironique, puisque leur mission, c'est de veiller sur les enfants. Jack sera donc un vent frais dans le groupe qui les rapprochera des vraies valeurs, du partage, et du coup il fera un peu le pont entre les enfants et les légendes. Sa nature, c'est d'être toujours émerveillé. Sable, ou le marchand de sable, est muet. Déjà, ça évitait de payer une star pour faire sa voix. Non, mais c'était une idée assez originale, je trouve. En plus, il est quand même très expressif, déjà par son faciès, mais en plus il s'exprime à l'aide d'onomatopées fait en sable. C'est l'ennemi attitré de Pitch Black, parce que tout simplement les deux ont un lien avec le rêve. Un va pervertir les rêves avec son sable noir, et l'autre fait avoir des rêves aux enfants. La scène de sa mort, c'est assez étrange d'un point de vue logique. C'est pas illogique, mais c'est vrai que c'est particulier, parce que ça voudrait dire que d'un coup tous les enfants l'auraient oublié. Ça reste symbolique, ça reste difficile aussi avec l'univers qu'ils ont créé. C'est étrange, voilà, qu'il meurt d'un coup comme ça, comme si tous les enfants l'avaient oublié. Après, de toute façon, Peach va s'évertuer à le faire disparaître, puisqu'il va mettre des cauchemars dans la tête des enfants, donc ça passe. Mais voilà, c'est assez particulier, et d'ailleurs on va voir que cet univers est compliqué à gérer pour les scénaristes, même s'il est génial, hein, il va y avoir plein d'incohérences. Bref, le combat entre Peach et Sable est vraiment super cool, et en plus de ça, sa scène de mort est très impactante et ça va créer de vraies répercussions bien gérées dans le film, déjà pour Jack et puis pour les autres légendes, mais ça va permettre du coup à Jack de se remettre un peu en question, parce que jusque-là il voyait les légendes comme un moyen d'accomplir son propre but, c'est-à-dire retrouver ses souvenirs, mais là il s'est rendu compte en fait que il a entraîné la mort de Sable et qu'en plus de ça c'était son ami, et donc là il va en faire une affaire personnelle en fait de ce combat. Donc ça, au niveau du design, il est très proche de Peach, on retrouve énormément le style de William Joyce dans son design, avec des formes très géométriques, et franchement j'aime beaucoup son design. Il est très doué au combat. L'origine de son mythe, pour lui, du coup, c'est plus simple à retrouver, c'est E.T.A. Hoffmann, en Allemagne, en 1918, qui a inventé le marchand de sable, mais à ce moment-là, c'est plus une représentation allégorique des cauchemars, et c'est pas quelqu'un de très sympathique. Il fait peur aux enfants, ceux qui ne se couchent pas assez tôt, et il va leur arracher les yeux, faire manger les yeux à ses enfants sur la lune, enfin bref, je sais plus exactement quelle est l'histoire, mais enfin, ça reste assez gore quand même, hein. Les Allemands, ils sont assez rudes. Au moins, dans cette histoire aussi, on retrouve la lune, même si là, pour le coup, c'est un peu plus, enfin bref. C'est assez rigolo, je trouve, parce que finalement, cette idée de faire peur aux enfants pour les soudoyer, pour être quelqu'un de sympa, c'est ce qu'on retrouve dans chaque légende. Le Père Noël, lui, il offre une récompense si on est sage. La Fée des Dents, on récompense aussi le fait de perdre ses dents pour pas faire pleurer les enfants quand ils perdent leurs dents. Et même Peach, il fait peur aux enfants justement pour qu'ils ne fassent pas de bêtises,
Et même le Père Noël d'ailleurs a eu son pendant négatif avec le Père Fouettard, donc c'est assez rigolo cette histoire de soudoyer les enfants, d'ailleurs Jack le dira lui-même dans le film, avec cette histoire de E.T.A. Hoffman. Et ben on retrouve des similitudes avec Peach encore une fois. L'essence du personnage c'est le rêve, lui c'est un rêveur, ça. Parlons de l'homme de la lune. On le voit rarement lors du film, mais son aura est présente tout le long du métrage, puisque c'est un peu une figure divine, on va se référer à lui à chaque fois, comme si c'était lui qui dictait la conduite des gardiens. Dans l'histoire écrite par William Joyce, à la base il avait un frère qui a été tué par Peach, et c'est pour ça qu'il a décidé de protéger les enfants de ce fléau. Le côté divin dans le livre est moins présent, puisqu'ici, à chaque fois, on parle de l'homme de la lune, mais on ne voit que la lune. On arrive à s'interroger, est-ce qu'il existe ou pas, et ça donne vraiment cet aspect un peu divinité qu'on n'est pas assez éveillé pour comprendre ses décisions, et on ne peut même pas forcément le voir en fait. On a sinon Jamie Bennett, son essence à lui, si c'était un gardien, et c'en est plus ou moins un, c'est la croyance. Ça aurait été sympa qu'il garde comme dans l'histoire originale une fille plutôt qu'un garçon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages filles dans ce film. Voilà, c'est un enfant pur quoi, un peu comme le petit Tim dans Scrooge. Bon, c'est un personnage très sympa, quoi. Il ressemble un peu physiquement à la sœur de Jack, et certains théorisent que c'est d'ailleurs son descendant. Cette théorie est arrivée aux oreilles du réalisateur Peter Ramsey, qui a lui-même déclaré « Qui sait, c'est possible. Est-ce qu'il y a une plus grande connexion entre eux? Oui, ça pourrait complètement être possible. C'est l'un des mystères de ce film. » En vrai, peu importe que ce soit son descendant ou pas, même si ça pourrait créer un petit peu un easter egg sympathique. Easter egg, c'est marrant, et je vais pas expliquer ma blague cette fois-ci, c'est rigolo, vous savez pourquoi. Mais bref, ça peut être un easter egg, mais au fond, c'est pas le message du film, on s'en fiche un petit peu. Son groupe, ce sont des personnages plutôt rigolos, sinon on a les lutins et les yétis, c'est assez drôle la façon dont ils ont détourné le code principal de Noël, c'est les lutins qui font les cadeaux, et ben non, on leur fait croire ça, mais en fait ils sont stupides, c'est les yétis qui le font. Je trouve que c'est une idée originale. La petite sœur, c'est une méga incohérence, ce personnage-là. Elle est là pour le côté mignon, ça marche pas forcément super bien, mais elle reste rigolote, mais par contre, elle a créé une incohérence énorme, on y viendra plus tard, dans la partie réservée. Parlons maintenant des deux personnages les plus importants du film, le protagoniste et l'antagoniste, Jack Frost et Pitch Black. Ce sont les deux faces d'une même pièce, ils ont tous les deux les mêmes buts, et il y a une subtilité dans leur caractère qui fait vraiment toute la différence, c'est que Pitch Black, lui, a eu le temps de goûter au fait d'être visible. Lui, s'il a absolument envie de revivre ça, c'est parce que pour lui, il a envie de retrouver cette période où il était connu de tous. Jack, lui, n'a jamais eu cette occasion. Alors maintenant qu'il l'a actuellement, est-ce que il deviendrait comme Pitch Black dans peu de temps? C'est tout à fait possible, et c'était tout à fait aussi une possibilité de faire ça dans une suite, le fait que les légendes essayent de l'empêcher de devenir comme Pitch Black. Mais bref, on va parler d'abord de Jack Frost. La légende de Jack Frost est surtout une légende orale, et c'est plutôt nébuleux. Parfois c'est un elfe espiègle qui joue avec le givre, parfois c'est un bonhomme de neige tueur, enfin bref, on sait jamais si c'est un gentil, on sait jamais si c'est un méchant, tout ce qu'on sait c'est qu'il a un lien avec la neige, la glace, le vent. Et je trouve ça très très bien pensé, d'avoir choisi un personnage que tout le monde connaît, mais personne ne sait vraiment si c'est un gentil, personne ne sait si c'est un méchant, personne ne sait à quoi il ressemble. Puisque personne ne s'accorde sur la même description, bah c'est normal que ce soit un gardien oublié. D'ailleurs, Jack Frost en France, bah il est pas super connu, on entend surtout son nom dans les chansons américaines de Noël par exemple. Let you know Jack Frost is here. Alors si on parle de Jack Frost et qu'il faut être exhaustif, il faut déjà parler de son succès auprès de la gente féminine. Beaucoup de gens aiment faire des fanarts avec lui, sur internet, avec par exemple Elsa de la Reine des Neiges. Quand j'ai fait mes recherches pour mettre des images dans ma vidéo, je suis tout le temps tombé dessus. Donc voilà, faut quand même le préciser, c'est un beau gosse, hein, et il plaît bien avec son côté ténébreux, un peu froid, vous voyez ce que je veux dire? Un peu froid. Ah non mais je suis chaud moi, je suis chaud. Ah là là, non, je fais des blagues de folie, c'est dingue. Vous avez le droit de me dire que c'est pas vrai, hein. Ça va pas me vexer du tout. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il aura une scène d'interaction pour chaque personnage, toujours dans une scène logique en plus où ça va présenter le mythe, par exemple du lapin de Pâques, du Père Noël, de la Fée des Dents. Il va avoir une scène d'interaction privée avec chacun des personnages, ce qui fait que son caractère va évoluer au cours du film, parce qu'à la base, Jack Frost, c'est quelqu'un qui est très égocentrique. S'il va suivre les légendes, c'est uniquement pour accomplir son but personnel, son but vraiment égoïste, de retrouver ses souvenirs. Et c'est au fur et à mesure qu'il va s'attacher au groupe et qu'il va un petit peu faire le lien entre les légendes et les enfants. Je dis que Jack est le lien entre les enfants et les légendes tout simplement parce que Jack comprend beaucoup mieux les enfants que les légendes. Eux, c'est plus leur job, voilà, mais ils ne sont jamais sur le terrain. Lui, Jack, il adore jouer avec les enfants tout simplement parce que lui-même, c'est un grand enfant. Donc c'est grâce à cette différence qu'il a par rapport aux légendes qu'il va justement réussir à sauver la dernière lueur. C'est aussi loin d'être un héros lisse et parfait. Lui, c'est un blagueur, un peu égocentrique, insouciant. D'ailleurs, ça me fait penser en disant ça que c'est vraiment les caractéristiques de Spider-Man. Donc, au fond,
Logique. Il vit reclus du monde extérieur et il vit uniquement pour attirer l'attention des autres, que ce soit les enfants, les légendes, en par exemple essayant de s'introduire dans leurs bases respectives juste pour se faire remarquer au fond, ou alors avec l'homme de la lune. Donc il vit la même solitude extrême que Pitch Black, et Pitch Black est ce qu'il pourrait complètement devenir. C'est un héros assez égoïste qui suit son propre objectif, et je trouve que c'est très intéressant de ne pas l'avoir traité comme étant un héros banal qui veut juste aider les autres, et qui va apprendre justement à aider les autres. En plus de ça, c'est quelqu'un quand même qui est tellement insouciant qu'il met en danger la vie des autres. Au début, dans la scène de la luge, même s'il essaie de faire rire Jamie Bennett, et en général il a mis sa vie en danger. Mais la caractéristique la plus importante de Jack Frost, c'est bien le fait que ce soit le miroir de Pitch Black. Et Pitch Black est son miroir. Mais Jack Frost aime les enfants, il aime s'amuser. Lui, c'est quelqu'un de joyeux, de joueur, alors que Pitch Black, lui, il a été créé uniquement pour être méchant, pour faire peur. Et au final, c'est pour ça qu'il est incompris. Donc lui, il est en complet décalage avec le monde, parce que sa façon de voir le monde est complètement différente des autres. C'est très triste au fond, puisqu'il est obligé de se renfermer sur lui-même. Et ben du coup, parlons de Pitch Black, le pendant de Jack. C'est l'antagoniste parfait, celui qui vraiment me fait aimer ce film au plus haut point. Il a été traité vraiment comme étant le parallèle de Jack. D'ailleurs, ce parallèle était vachement plus clair dans la version littéraire, puisque physiquement, il se ressemblait énormément. Lui aussi avait une capuche, lui aussi avait un bâton. Mais déjà dans le film, leur parallèle est très très clair. Ils ont les mêmes objectifs, mais on va y revenir sur tout ça, sur le parallèle avec Jack. On va déjà explorer les origines du croque-mitaine. Et on peut dire que lui, il en a un paquet d'origines, que ce soit d'ailleurs le croque-mitaine en France, le Boogeyman aux États-Unis, aussi appelé le Bonhomme Setter, il y a le Père Fouettard, le El Coco en Amérique du Sud, le Sackman en Espagne, le Mara, l'Incube, la liste est infinie. Tous représentent le cauchemar, la peur, et beaucoup servent de légende pour inquiéter les enfants qui ne sont pas sages. C'est d'ailleurs ça qui me fait dire que Pitch est lui aussi une légende. Il a été créé par l'homme de la lune et a pour mission de soudoyer les enfants pour qu'ils fassent moins de bêtises. C'est la raison pour laquelle Pitch ne mourra jamais, même s'il est retourné sous son lit. Le mal existera toujours. Bref, revenons au Mara de tout à l'heure. Il est représenté dans le très célèbre tableau de Johann Heinrich Füssli, qu'il a peint en 1781. Si j'y reviens, c'est parce qu'en plus d'être un tableau très intrigant et imprégné d'une aura mystérieuse, il met surtout en scène, en arrière-plan, un cheval noir. Et ce cheval, il vous dit rien? Et oui, dans le film Les 5 légendes, ces chevaux noirs représentent l'armée de cauchemars de Pitch Black. L'inspiration derrière ça est très très claire du coup, et je trouve ça assez classe qu'il se soit autant renseigné pour créer le personnage. Parce que oui, le cheval noir, c'est signe de mort au Moyen-Âge, et cette réputation est d'ailleurs restée très très longtemps dans l'imaginaire collectif. C'est très fréquent des légendes avec des cavaliers d'outre-tombe chevauchant des chevaux noirs. Parlons un peu du design de Pitch Black. Il a des habits en ténèbres, une longue robe, presque infinie, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle se termine. Les formes de son visage sont très triangulaires, même ses cheveux sont en pointe. C'est un design souvent considéré comme trop simple, mais au contraire je le trouve assez pertinent. Oui, tout ce qui est chez lui est très simple, mais comme ça on l'identifie tout de suite à sa fonction. On comprend tout de suite que c'est la personnification de la terreur. On l'identifie tout de suite comme étant une entité divine et terrifiante. Il est donc déjà dans notre imaginaire collectif. On sait déjà quel est son danger, on connaît sa légende. Dans le film, Pitch Black est né au Moyen-Âge. Bon, c'est pas très précis parce que le Moyen-Âge c'est quand même une période qui s'étend sur environ 900 ans. On sait qu'il est apparu à l'âge des ténèbres, mais bon, dans la vraie vie, l'âge des ténèbres, on a beau l'appeler l'âge des ténèbres, c'est pas un âge effrayant, c'est un abus de langage pour désigner une période qu'on connaît en fait beaucoup trop peu. On n'a aucune information dessus, et donc c'est pour ça que c'est un âge nébuleux, un âge ténébreux. Mais là, les créateurs du film ont pris ce terme au mot, puisque à cette époque, Pitch Black régnait en maître et faisait régner la terreur. Il terrorisait à la fois les enfants et les parents. À cette époque, il avait un pouvoir incommensurable. Imaginez un petit peu le pouvoir qu'il devait avoir. Maintenant, alors que plus personne ne croit en lui, il est capable de rivaliser avec 4 légendes et encore peut-être même 5, puisque Jack Frost il lui tient bien tête. Mais cet âge d'or va se terminer à l'arrivée des légendes, Pitch va être exilé et va disparaître avec l'âge des ténèbres. Il voue comme Jack une haine énorme envers son créateur, l'homme de la lune, qui l'a condamné à être si différent des autres, et qui l'a condamné surtout à être si seul. C'est vrai qu'au fond, Pitch ne fait rien de plus que de suivre sa programmation, c'est-à-dire faire peur. Il est ce que l'homme de la lune a fait de lui, et c'est la faute de son créateur s'il est comme ça. Il développera durant son exil une poudre pouvant corrompre les rêves. Son but est d'éteindre la foi des enfants pour qu'on croie en lui et qu'on oublie les gardiens. Ce qui fait que c'est un méchant incroyable, c'est aussi qu'il est fourbe et calculateur, à contrario d'un Grimmel par exemple dans Dragon 3, qui n'a pas de plan. Lui, il a mis des siècles à préparer une revanche qui, disons-le, est très bien conçue. En effet, Pitch attaque les gardiens sur tous les fronts, d'abord la fée, puis il va tuer Sab,
puis il pousse Jack à trahir les autres gardiens puisque Jack est un petit peu celui qui contrarie ses plans. Il va en profiter pour détruire les œufs de Pâques. Son but c'est d'affaiblir les légendes et on va pas se mentir, il va super bien réussir puisqu'il ne peut pas les attaquer forcément de front parce que c'est quand même risqué, il a plus autant de pouvoir qu'avant. Et ben il va trouver un moyen justement de tous les diviser, et ça marche très très bien. Il va réussir à leur faire perdre espoir. Mais entre temps il va s'attacher à Jack, et oui parce que je pense que quand il essaye de rallier Jack à sa cause, c'est très sincère. Il veut un ami, il a remarqué leur similitude, ils s'accordent tous les deux parfaitement comme les ténèbres et la glace, et il essaie donc de le rallier à sa cause, mais comme Jack refusera sa proposition, il l'enverra dans un trou, lui brisant son bâton, et dit comme ça peut être bizarre. Là aussi, la scène de déception de Pitch Black quand il dit « Tu veux rester seul, eh bien reste seul !» Là, il est très affecté par le fait que Jack ait refusé. Je pense vraiment qu'il a été vexé, il s'attendait à ce que Jack accepte. Là, pour le coup, c'est presque une crise d'enfant. Parce que Jack, c'est un grand enfant, mais Pitch aussi, au fond. Après sa victoire sur Jack, il ira narguer les gardiens avant de constater qu'un enfant lui résiste encore et toujours. Ce n'est pas un armoricain, lui, mais bien un bon vieux américain. On enlève le armor et on met Rick. Non, ça marche pas. Bon, lorsque les enfants vont commencer à croire de nouveau, Pitch va lancer une attaque sur la ville. Il décidera même de tuer la dernière lumière. C'est là où Pitch bascule dans la cruauté la plus totale. Maintenant que de plus en plus de monde croit en lui, maintenant qu'il goûte de nouveau à ce pouvoir, eh bien il est de plus en plus terrifiant et de plus en plus extrême. À ce moment-là, Jack découvrira sa vraie nature, faire rire. En ridiculisant Pitch, les enfants ne le craignent plus, et c'est en découvrant que Pitch lui-même a peur d'être oublié qu'il va se faire entraîner par ses propres cauchemars sous son lit. D'ailleurs, parlons de l'iconographie autour du lit. C'est assez subtil dans le film, mais le fait que le repère du croque-mitaine soit sous le lit est pour moi une idée vraiment de génie. Au départ, le fait d'avoir un monstre sous le lit, c'est terrifiant. Comme Pitch, il est terrifiant. Mais le temps a passé et la maison autour du lit a disparu, et Pitch s'est renfermé sur lui, ou plutôt sous sa carapace de haine, sous son lit donc. C'est une manière très intelligente de montrer la solitude de Pitch, en utilisant le mythe qui lui est dédié. Dans ce film, il est effectivement bien question de solitude. Comme pour Jack, ce que Pitch recherche, c'est la reconnaissance des autres. Tous deux sont des miroirs l'un de l'autre. Pitch a la même peur que Jack, être oublié. Pitch et lui d'ailleurs sont tous les deux auto-centrés, mais Jack va réussir à se trouver des amis, et c'est ça qui va faire la différence. Pitch et Jack vont se faire traverser dans une scène similaire aussi, je trouve ça très sympa de montrer que leur passé est à peu près le même. Est-ce que Pitch n'a pas attaqué le Palais des Dents en premier pour connaître lui aussi son passé ? Et que quand il a vu son passé, ça ne lui a pas convenu, ça ne lui a pas suffi, il en voulait encore plus. C'est tout à fait envisageable et du coup ça serait intéressant de savoir qu'au départ, la quête de Pitch soit exactement la même que Jack. Donc les deux sont plutôt arrogants, ils sont tous les deux avec un esprit très enfantin, les deux ont des pouvoirs indomptables représentant leur façon de penser, indomptables également. Enfin, je dis ça, mais en vrai, Pitch, il n'a pas réellement de pouvoir très clair puisqu'il corrompt celui de Sable. Disons que ses facultés sont très floues, un peu comme le personnage lui-même. Lui qui est traversé par les gens et dont le rôle n'est pas clair, c'était logique de lui donner un pouvoir plutôt ambigu. Au niveau de leur design d'ailleurs, tous les opposent. Il y en a un qui est blanc, l'autre qui est noir. Le yin et le yang, et pour le coup, je trouve que la représentation du yin et du yang est vraiment justifiée, y compris dans le scénario du film. Même si c'est plutôt pas mal dans Kung Fu Panda, là pour le coup, les personnages sont vraiment tous les deux bons et mauvais à la fois. Il y a vraiment de la nuance en fait dans leur caractère. Alors que Po, lui, c'est vraiment un héros au final. Oui, il est mal dans sa peau, mais il n'a pas de côté, il n'a pas vraiment un penchant négatif. Jack, lui, il peut tout à fait sombrer, il peut tout à fait devenir Pitch. Pitch accuse les autres d'être le responsable de sa vie triste, et surtout considère que tant que personne ne croira en lui, il n'existera pas. Sa quête est plus ou moins légitime donc, puisque Jack fera pareil pour retrouver ses souvenirs. Ce que je trouve assez ironique, c'est qu'au final, c'est Pitch qui va provoquer la mort de Sable, et c'est la mort de Sable qui va faire trouver à Jack une famille. Et donc c'est ça qui va empêcher Jack de rejoindre Pitch. Donc Pitch est un petit peu condamné tout seul. Toujours est-il que le thème du film, c'est la croyance. Et donc Pitch, personne ne croit en lui, il veut que les gens croient en lui, c'était vraiment le meilleur antagoniste possible pour ce genre de film. On en a un peu parlé, mais dans le livre, Pitch c'est un chevalier des étoiles, il était d'ailleurs ami avec l'homme de la lune à une époque, il avait une famille et était tenu de garder prisonnier une entité, une incarnation du mal, mais il se fera petit à petit corrompre et consumer par cette entité, et il détruira tout ce qu'il aimait jadis. Dans le livre, il est donc un rival de l'homme de la lune, et pas la création de l'homme de la lune. Même si on peut théoriser que c'est le cas aussi dans le film, puisqu'il dit « mon vieil ami », moi je trouve ça moins percutant et donc je préfère en fait la version du film, même si le background autour du livre est très sympa aussi. Mais bon, Pitch c'est le mal absolu, de par sa nature en fait, lui il est obligé d'être le mal, c'est sa fonction. Mais il a quand même un intérêt pour le bien des enfants, sa vraie nature c'est la peur, ça on est tous d'accord là-dessus. Mais alors, à quoi sert la peur ? La peur est nécessaire, les cauchemars sont un signal d'alarme pour te focaliser sur un truc important, peut-être quelque chose que tu devrais remédier dans ta vraie vie. C'est un peu comme l'envie de vomir en voiture, ton cerveau se sent agressé et t'avertit. Le cauchemar
cauchemar peut aussi te faire affronter tes peurs. Ça a été le cas d'ailleurs pour moi, je peux témoigner là-dessus, puisque à une époque, quand j'étais petit, j'avais peur des loups, et dans un de mes cauchemars, j'ai affronté un loup. C'était très clairement un cauchemar, parce que le loup était vraiment effrayant et me mettait énormément en danger, et je l'ai affronté, et en me réveillant, je n'avais plus peur des loups. C'est comme ça que j'ai vaincu cette peur-là. Et donc mon cauchemar m'a servi au final. Donc encore une fois, la peur n'est pas foncièrement négative, Peach n'a pas forcément un mauvais but, il y a de la nuance dans tout ça, et c'est cette nuance qui fait que Peach et Jack Frost sont les deux faces d'une même pièce, et c'est ce qui fait que Peach et Jack Frost sont de super personnages. Pour résumer, Peach, c'est un méchant vulnérable qui recherche un moyen d'attirer l'attention, il se bat contre sa nature même, et au final il ne peut pas être compris par les autres. Mais quoi qu'on fasse, il ne disparaîtra jamais, car la peur existera toujours. Et il faut connaître le mal pour connaître le bien. Il faut un peu de nuance dans le monde. Parlons de la réalisation. Le rythme est très dynamique, mais il sait prendre son temps. Surtout dans les plans où on découvre les pays respectifs des légendes, donc le palais de la Fée des Dents ou alors le palais de Nord. C'est des scènes fourmillantes de détails en arrière-plan et on est obligé un petit peu de mettre pause pour voir toutes les subtilités du décor, et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans Spider-Man. Je trouve que les combats sont plutôt bien rythmés, les combats aériens sont très très cool. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la caméra se ballotte au vent quand Jack voyage avec le vent. C'est vraiment une bonne réalisation, je trouve, qui reste très classique, mais qui est vraiment sympa. Au niveau du graphisme, le travail sur le givre de Jack Frost est très très sympathique quand il maîtrise ses pouvoirs et que son givre se répand sur les vitres en arabesque. C'est vraiment magnifique. La glace aussi qui craquelle lorsque Jack Frost prend vie. Déjà il y a une ambiance sonore phénoménale, mais en plus de ça il y a vraiment un travail sur l'éclairage, sur la texture. La texture dans ce film est vraiment très très sympa. Il y a aussi les tissus. Et puis la peau. La peau c'est vraiment super travaillé dans ce film. Il y a par exemple la transparence des oreilles ou alors on voit les veines et les cernes des gens. D'ailleurs la productrice Nancy Bernstein dira: notre manière de traiter la peau est révolutionnaire. Nous avons beaucoup mieux maîtrisé l'aspect physique des personnages et les inflexions de leur visage. Bon, ok, elle s'envoie quand même toute seule des fleurs, mais en vrai on est obligé d'acquiescer. Les environnements sont très très cool, comme le palais des dents avec son style un peu japonais, ou alors le château de Nord qui a un côté très austère, mais pourtant quand on entre dedans, il fourmille de détails fantasques. Le plus joli environnement vu dans le film pour moi, c'est le palais de Peach. On est complètement perdu dans ce décor. Le haut est en bas, le bas est en haut, il y a des dizaines de chemins sinueux, en plus en angle droit pour montrer le côté rotor de Pitch Black. Ça rappelle beaucoup les tableaux d'Escher qui jouent justement avec l'espace pour nous perdre. Tout est en briques froides et à une couleur grisâtre, du plafond pend des cages, qui rappelle un peu la solitude du méchant. Ce palais me rappelle énormément la planète du serpent, où le petit prince va complètement se perdre, pareil, dans un environnement où le haut est en bas, et où il va voir des illusions de partout, et où le serpent va se fondre dans les ombres, donc le petit prince, la série, je précise. Mais il faut parler de quelque chose de très important, c'est les incohérences dans ce film, et malheureusement, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, la dernière lumière, c'est Jamie Bennett, mais sa sœur, comment elle a fait pour oublier les légendes ? Bah oui, parce que sa sœur, elle a été dans le monde de Pâques et elle a vu le lapin, et donc elle les a vues les légendes, elle y croit d'ailleurs. En plus de ça, on voit très clairement qu'elle ne fait pas de cauchemars, tout le long du film, elle n'a jamais évoqué le fait qu'elle fasse des cauchemars, du coup, elle a aucune raison d'oublier ce qu'elle a vécu, et elle ne considère absolument pas que c'est un rêve, parce qu'elle est à la période de l'enfance où justement, elle croit en tout. Donc c'est une vraie incohérence, même si on pourrait justifier ça par le fait que la dernière lueur, c'est la maison, voilà, et donc ça pourrait être les deux. Puis il y a ce côté un petit peu symbolique, le fait qu'il y ait une dernière personne qui y croit. Oui, ok, mais ça reste incohérent à mes yeux et c'est vraiment très très tiré par les cheveux. Mais si vous voulez une vraie incohérence qui est incontestable, il y a quand Jack Frost veut ramener justement Sophie à sa maison en laissant les légendes gérer Pâques. Là, comment il fait pour prendre Sophie dans les bras alors qu'il est intangible? C'est bien montré que Sophie ne peut pas le voir. C'est complètement impossible. C'était juste un moyen pour les scénaristes de faire que Jack se sépare du groupe, mais il y avait vraiment d'autres moyens, et c'est une énorme incohérence. Sinon, il y en a une un peu plus légère, il y a le garçon qui a vu passer par la fenêtre toutes les légendes quand ceux-ci essayaient de mettre des dents sous les oreillers. Lui, c'est aussi difficile de penser qu'il a oublié cet événement-là. Après, c'est envisageable avec les cauchemars de Peach, mais généralement, c'est vrai que si tu vois par exemple un fantôme, tu vas pas te dire « j'ai dû rêver ». Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais si tu vois quelque chose vraiment de tes yeux, c'est très difficile de remettre ça en question, surtout quand t'es un enfant. Donc pour moi, ça reste une incohérence, mais vraiment très très légère. Bien, maintenant parlons de la musique, qui est vraiment une super musique, avec une ambiance très très épique, qui est très bienvenue, qui rappelle un peu justement Avengers. Il y a aussi une ambiance très Noël, qui fait que pour moi c'est un film complètement de Noël, parce qu'il neige tout le temps, mais aussi à cause de la musique. Les accents de cette musique me rappellent un peu le meilleur de ce que fait Danny Elfman. C'est dommage, c'est pas lui qui fait la musique. En plus, ça aurait été drôle, c'est un elfe, Elfman,
Ouais, bon, non, celle-là, elle est limite comme blague. Les musiques du film ne sont pas faites par Danny Elfman, mais bien par le compositeur français Alexandre Desplat. Il fait la musique en partenariat avec le studio Abbey Road et Air Studio. Petit détail important à noter, Hans Zimmer ne prendra pas part à la musique cette fois-ci, et c'est le seul DreamWorks où il ne sera pas là, même en tant que consultant. Désolé Hans Zimmer. Mais en vrai, Alexandre Desplat n'en a pas besoin, il fait vraiment un travail phénoménal avec des styles assez différents, avec des musiques un peu contemplatives, d'autres des musiques un peu merveilleuses, et d'autres très épiques, d'autres un peu qui font peur, avec Pitch Black, hein, ça reste, bon, pas très terrifiant, mais c'est un peu, voilà, des musiques d'ambiance un peu lourdes. Il y a aussi des musiques qui sont chantées, hein, par exemple à la fin. D'ailleurs, le travail d'Alexandre Desplat a gagné le prix International Film Music Critics Association Awards en 2012, et c'est un nom un petit peu long à dire. Parlons des messages du film, enfin on va en parler vraiment, on va juste faire une petite liste, hein, parce qu'on en a déjà parlé dans la critique. Il y a le travail d'équipe, la quête identitaire, le sens des responsabilités, le courage, l'espoir, puis bien sûr l'isolement qui est vraiment super bien traité avec à la fois le protagoniste et l'antagoniste qui vont offrir tous les deux une vision différente sur l'isolement, et c'est un sujet qu'on voit rarement dans les films d'animation et encore plus pour un protagoniste. Je trouve ça vraiment très intéressant. Maintenant parlons du doublage. Dans les voix originales, on a Chris Pine qui fait Jack Frost, qui fait un très bon Jack Frost, Alec Baldwin qui fait Nicholas S. North, qui fait un très bon Père Noël, Hugh Jackman qui fait Bunny, bon c'est correct, Isla Fisher qui fait la Fée des Dents, j'aime beaucoup sa Fée des Dents d'ailleurs, Jude Law qui fait Peach, qui fait un très 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 bon Peach, lui il va susurrer un petit peu. There's only one thing missing. A touch of fear. Vraiment, il s'est amusé en faisant ce rôle et il le fait très très bien. J'aime beaucoup son rire, c'est vraiment son gros point fort à Jude Law, c'est quand il rigole. Il y a ce côté un petit peu malsain, mais en même temps très très calme. J'aime beaucoup ce qu'il a fait de Pitch Black. On a Dakota Goyo qui fait Jamie Bennett. Dans les voix françaises, on a Gaspard Ulliel qui fait Jack Frost, et donc oui, c'est encore un star talent. Je vais pas critiquer ce qu'il a fait parce que concrètement c'est pas mal, mais il y a quand même quelque chose de perturbant. Il y a quand même quelque chose de perturbant, c'est pas le fait que sa voix soit trop grave, parce que à la limite, Chris Pine aussi, mais c'est plutôt le côté un peu neutre de comment il parle, et c'est assez neutre. Il y a quelque chose de perturbant. C'est pas vraiment un mauvais doublage, mais c'est pas un doublage qui est parfait, voilà. Ça peut te sortir du truc et je le comprends tout à fait. Mais ce que je comprends pas, c'est encore une fois ceux qui sont derrière tout ça. Qui va se dire, Gaspard Ulliel, les enfants le connaissent, ça va faire venir du monde. Faut arrêter un petit peu de vouloir tout le temps ce procédé commercial qui en plus n'a pas de fondement à mes yeux. À partir du moment où la voix elle est bien, bah, ça fera venir les enfants, c'est tout. Si le but c'est de faire venir les adultes, pareil, c'est le bouche à oreille qui marchera, c'est pas de faire venir des stars, enfin je comprends pas. Mais bref, de toute façon, le boulot est pas trop mal. Mais c'est vrai que je pense préférer le Jack Frost de Chris Pine. Et donc voilà, je trouve qu'on est un petit peu trop joyeux, donc on va encore un petit peu plomber l'ambiance. Effectivement, lui aussi, il est mort, du coup, d'un accident de ski, et à la base, cette vidéo, c'était pas prévu pour être une rubrique nécrologique, je suis désolé. Bref, c'est Miglen Mirtchev qui fait Nord, le Père Noël, du coup, et lui, il fait un très bon Nord, je pense que je le préfère même qu'Alec Baldwin, du coup, vraiment rien à dire. Et lui, il a joué dans le Bureau des légendes, c'est marrant, les 5 légendes, le Bureau des légendes, vous trouvez pas ça marrant, vous? Non, moi non plus. Moi non plus. Il a aussi doublé Vitaly dans Madagascar. Encore un accent russe, décidément. Jérémy Covillo fait Bunny, et c'est très neutre, autant un petit peu que Hugh Jackman, il n'y a pas grand chose à dire. C'est Nolwenn Leroy qui fait la Fée des Dents, et franchement, elle s'en sort très bien. Là aussi, c'est du star talent, mais bon, peut-être que c'est parce qu'elle est chanteuse, et que du coup, elle a un lien avec la voix, mais elle fait vraiment une voix très enjouée. Je préfère sûrement la Fée des Dents d'Isla Fisher, que je trouve plus tendre, mais elle fait vraiment une très bonne Fée des Dents, donc vraiment rien à dire. D'ailleurs, je préfère le doublage de Nolwenn Leroy que la doubleuse qui fait en québécois, que j'ai pas vraiment apprécié. Pareil pour Pitch Black, d'ailleurs, en québécois, j'ai pas vraiment apprécié non plus le doublage que je trouve trop neutre. Ensuite, on a Henry Bungert qui fait Jamie Bennett, et c'est vraiment une voix que j'ai adorée. Il lui donne vraiment beaucoup de corps à ce personnage, à la fois un côté très tendre et un côté très drôle au final, pour son côté un peu naïf. J'aime vraiment beaucoup cette voix. Mais on va parler de l'énorme point fort de la VF, c'est Boris Rollinger. Boris Rollinger ou Rollinger, puisque j'ai vu une interview où il disait Rollinger, mais bon, Rollinger, je pense que ça sonne mieux. Désolé si j'écorche son nom. Mais Boris Rollinger, je suis un énorme fan de ce qu'il fait. Il fait la voix de King Julian dans le premier film de Madagascar, il fait le chapeauté, bien évidemment, il fait aussi la voix de Colin Farrell, la voix de l'homme au chapeau melon dans Bienvenue chez Robinson, qui est une voix que j'adore. Mais cette voix-ci, je pense que voilà, c'est la voix parfaite là pour Pitch Black.
déjà que Jude Law était génial. En fait, Jude Law était parfait, mais lui, il est incroyable. Là, Boris Rollinger, il nous a fait un truc fou, parce que en plus d'avoir une voix charismatique tout du long, il va reprendre le côté susurré qu'avait Jude Law, et il va réussir à faire le même rire que Jude Law. C'est exactement le même, c'est parfait, et en plus de ça, sa voix en neutre, juste sa voix quand il parle est tellement plus charismatique, il y a un grain au fond de sa voix, un côté très grave, et un calme au fond, un calme inquiétant. Cette voix est phénoménale, et franchement je pourrais passer des heures à la complimenter tellement c'est un travail parfait. Quel adorable rêve. Que peut-il y avoir de plus fort? La peur. Je suis un énorme fan de Boris Rollinger et je crois que ça se voit. J'ai eu la chance de faire un projet avec lui, un teaser de court-métrage, je vous mets le lien en description, c'est un gars hyper accessible, hyper gentil, en plus d'être bourré de talent, enfin bref. Des châtaignes. D'accord, mais pourquoi des châtaignes? Pourquoi des châtaignes? Eh bien c'est très simple, et je vais vous l'expliquer grâce à ce tableau. Du coup, on va passer aux anecdotes, parce qu'on a déjà pas mal parlé du film, là. Donc, on a Guillermo del Toro qui participe un peu au film, c'est plutôt pas mal de se reposer sur lui, je trouve ça très cool. Bon, je crois qu'il est que producteur, je sais plus, mais bon, c'est toujours cool de l'avoir dans son équipe. Ce film est considéré comme étant le premier Avengers, parce qu'il est sorti juste avant, en fait, Avengers, et du coup, bah, ce côté un peu réunion de héros, bah, il y a une ambiance très super-héroïque dans le film, et donc, bah, beaucoup de fans le considèrent comme étant un Avengers. Il y a eu une adaptation en livre du film, lui-même qui est plus ou moins une adaptation d'un livre. On pourrait dire que la boucle est bouclée, mais moi je pense juste que c'est purement commercial. Il y a eu aussi une adaptation en jeu vidéo, et je vous vois venir en train de me dire « Ah ouais, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien ?» J'en sais rien, j'y ai pas joué. Je suis désolé, hein, franchement, c'est dommage. J'aimerais bien, au final, que vous me fassiez un retour de ce jeu. Si vous y avez joué, j'aimerais bien savoir s'il est cool ou pas. Bref, il faut aussi dire que Peter Ramsey a réalisé le court-métrage de Monstres contre Aliens contre les citrouilles mutantes, un court-métrage très anecdotique, mais je trouve intéressant de savoir que c'est un peu ça ses débuts. Sinon, la saga de William Joyce, il faut préciser que c'est une saga qui est toujours en cours, qui est prévue pour une 15aine de tomes, et franchement c'est magnifique, ce qui fait quand on voit la qualité des illustrations, j'ai malheureusement pas la chance de les lire, déjà parce que j'ai pas de thunes, donc je peux pas me les payer, mais si j'étais tombé sur ces livres quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aurais été heureux. Par exemple, les œuvres de Tommy Ungerer, tu les sublimes vraiment quand t'as des yeux d'enfant, et c'est vrai que quand tu les lis adulte, c'est génial, mais t'as plus côté enfant. Mais là, si j'avais lu ces livres enfants, ça aurait été vraiment génial. C'est vraiment une saga qui a l'air magnifique, et si vous avez le moyen de vous les procurer, bah n'hésitez pas. Vraiment, pour moi, c'est un génie créatif, ce type. Il a tout un univers graphique, et un univers aussi... Il a plein d'imagination, et puis ses illustrations sont magnifiques. Quand on voit la couverture des 5 légendes, lui aussi, je pourrais le complimenter pendant des heures. Bref, on va passer à la conclusion du film. C'est un film bourré d'action, un film poétique, un film magnifique graphiquement, avec une super musique, malheureusement avec des incohérences, et ces incohérences impactent directement quand même l'univers global du film et le scénario, donc je suis obligé de faire baisser la note à 8 sur 10. Malgré tout, c'est un film que j'adore vraiment énormément, et je trouve que c'est vraiment très très dommage qu'il ait pas marché, parce que lui, pour le coup, il aurait très bien pu se permettre d'avoir des suites. C'était même prévu, puisque William Joyce lui-même a décliné une saga, et en plus de ça, si William Joyce était toujours à la barre, ça aurait vraiment pu donner quelque chose de super. Donc c'est un peu dommage que voilà, ce film n'ait pas marché, parce qu'on n'aura pas le droit à une suite. Malgré tout, on peut toujours se contenter avec ce film qui est super bien construit, et avec un antagoniste parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'à l'heure où j'enregistre ces lignes, franchement je vous le dis, cette vidéo m'a pris un temps phénoménal à monter, ça a été une vraie catastrophe, mais je suis très très content du résultat, et bah, n'hésitez pas à partager, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir que cette vidéo soit vue, hein, tout simplement, mais voilà, je suis très content du résultat, mais je suis content que ça soit la dernière du marathon Noël, parce que je suis crevé. Voilà, bah c'est tout, c'est fini, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et de ce que j'en sais, elle sera très très sympathique. Voilà, bon, je m'envoie des fleurs tout seul. Non mais c'est vrai, là, je l'ai déjà bien avancé. Si c'est elle qui sort la prochaine fois, je pense qu'elle va vous plaire. Voilà, j'en dis pas plus, à la prochaine, et à la prochaine, les amis. Donc à la prochaine. Et à la prochaine!